Faut le faire aujourd'hui avec le juge d'instruction. Pendant près de 40 ans, c'est à lui que l'on a confié les dossiers financiers les plus sensibles de la République. Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany, Jérôme Kerviel, tous ont été confrontés à ces interrogatoires. Tout jeune retraité, il raconte ses affaires historiques de la lutte anticorruption dans son livre « Mémoire d'un juge trop indépendant » aux éditions Talendier. Bonjour Renaud Van Rimbeek. Bonjour. Qu'est-ce qu'un juge d'instruction ? D'abord, je voudrais dire, j'ai beaucoup apprécié votre expression « tout jeune retraité ». Ça fait du bien. Bon, alors qu'est-ce qu'un juge d'instruction ? Un juge d'instruction, c'est un juge, mais qui fait des enquêtes. Donc il a un double visage. Un juge, c'est un arbitre. Un enquêteur, c'est quelqu'un qui va chercher les preuves, qui trempe le maillot. Voilà. C'est-à-dire qu'il va diriger les enquêteurs. Il va leur dire faire des perquisitions. Il est impliqué dans l'enquête. Mais il a aussi la lourde tâche de mettre en examen, de prendre des décisions à l'encontre des personnes, d'écouter ces personnes, d'écouter leurs avocats, de jouer ce rôle de juge. Donc, vous voyez, il est un peu à la croisée des chemins. C'est un rôle d'équilibriste en quelque sorte. Oui, il y a un équilibre à assurer, exactement. C'est exactement ça. Et dans l'imaginaire collectif, un juge, on se figure un petit peu quelqu'un avec un marteau au tribunal. Le juge d'instruction, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Le juge d'instruction, il reçoit dans son cabinet, dans son bureau. Il n'a pas de robe. Ce sont des entretiens, des interrogatoires. Il a affaire aux enquêteurs, aux avocats, aux personnes qu'il entend. Et évidemment, l'essentiel de ce qui est dit est consigné sur un procès verbal. Mais il y a un côté informel qui n'est pas du tout celui de l'audience où là les gens ont des robes. Il y a un côté informel et un côté vivant que j'ai beaucoup aimé moi personnellement dans ce métier. Et il y a un côté très humain en même temps. L'un des moments clés de l'instruction, c'est l'interrogatoire. Vous en avez dirigé certains des plus importants de ces dernières années. Comment ça se passe exactement ? On est dans une forme de huis clos, je dirais. Et dans ce huis clos, il se passe beaucoup de choses. Il y a les questions, les réponses, le dialogue fondamental. Et ce qui est important aussi, c'est que la personne se sente toujours entendue, quoi qu'elle ait fait. Le juge d'instruction, il ne fait pas de morale. Il essaie de comprendre. Comprendre, et ensuite son travail, c'est d'expliquer pour que par la suite, d'autres juges qui seront devant le tribunal, ça sera public, eux vont prononcer ou pas des sanctions s'ils estiment que le dossier tient ou s'il ne tient pas. Et cette phase du dialogue, comment vous la préparez ? Est-ce que vous préparez des questions en avance ? Est-ce que vous laissez parler celui qui est en face de vous ? Personnellement, plus ça allait et moins je préparais. L'inconvénient de préparer des questions toutes faites, c'est que ça va nuire au dialogue. Si vous avez des questions toutes prêtes, vous n'allez pas intégrer sa réponse. Donc ce qu'il faut, c'est avoir le canevas bien en tête, se dire, voilà, il faudra absolument aborder tel et tel point, quitte à prendre quelques notes avant, mais surtout laisser le dialogue s'instaurer pour justement confronter les deux points de vue. Le juge, il dispose d'éléments, de renseignements, donc il va essayer de voir si ça tient pas, et il va falloir tout peser dans la balance. Et combien de temps ça durait, ces interrogatoires ? Ça dépend, 3, 4, 5 heures. Je n'allais jamais au-delà, personnellement. Mais c'est jamais beaucoup moins non plus. Ah non, parce que c'est compliqué, il faut tout comprendre. On ne va pas se noyer, mais quand vous avez des circuits qui passent dans 10 pays, et puis avec des intermédiaires, avec tout ça, vous ne pouvez pas poser des questions en 5 minutes, c'est pas possible. Donc il faut prendre large, il faut aller à l'essentiel, mais il faut quand même du temps. Et combien de fois vous pouvez rencontrer le suspect lors d'une instruction ? 20 fois, 30 fois. À chaque fois, 3-4 heures. Dans les dossiers les plus importants, oui. C'est pas souvent. Et pour confronter ces suspects à des éléments précis, ça découle évidemment d'un travail d'enquête, que ça peut être de la police ou de la gendarmerie. C'est quoi, vous, votre rôle auprès de ces services enquêteurs ? Est-ce que vous êtes leur supérieur ? Vous êtes Je les dirige. Il faut aussi que, comme je suis juge, je ne peux pas tout cautionner. Donc ça m'est arrivé d'être en désaccord avec eux. Ils disent non, là, vous voulez perquisitionner là, on n'a pas assez d'éléments. Le juge est le garant des libertés. Et il doit apprécier la portée des mesures qu'il décide, qu'il confie aux enquêteurs. Et ce qu'il faut, c'est cadrer. Voilà. C'est le travail du juge. Autoriser, bien sûr, ce qui paraît logique, mais quelquefois, on peut être en désaccord. Quand vous dites autoriser, ça peut être des perquisitions, des écoutes, c'est ce genre des gardes à vue, des choses comme ça pour lesquelles j'étais pas d'accord. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aussi bien souvent de leur dire, bien sûr, ok, allez-y, là, il faut aller chercher, il faut ci ou ça, et même y aller moi-même, les soutenir, etc. C'est donc ensemble avec les policiers ou les gendarmes, selon les affaires, que vous établissez une stratégie d'enquête.
Oui. En 1997, par exemple, vous reprenez une instruction qui patine. C'est l'enquête sur le meurtre de la jeune Anglaise Caroline Dickinson. Lundi 19 juillet, au petit matin. Le groupe de collégiennes anglaises se réveille tranquillement. C'est le dernier jour de leur voyage scolaire dans la baie du Mont-Saint-Michel. Une seule collégienne ne se réveille pas. Elle reste allongée sur le matelas, posée au sol. Ses copines découvrent l'horreur. La jeune fille, Caroline Dickinson, est morte. Des taches de sperme sont découvertes sur sa cuisse. On vient de l'entendre, vous avez l'ADN du coupable et vous proposez aux gendarmes la technique des cercles. En quoi ça consiste exactement ? C'est-à-dire que c'est une affaire qui est au point mort et au bout d'un an, la victime qui était anglaise, les parents de la victime ont demandé à ce que toute la population masculine de Plaine Fougère soit testée. Donc ça, c'est le premier cercle. C'est le premier cercle. Donc je remets tout à zéro, on remet les compteurs à zéro et rendre réunion avec les gendarmes sur une affaire qui est extrêmement médiatisée, où j'ai des moyens très importants, parce que j'ai 15 enquêteurs à plein temps, ce qui est énorme, 1 an après les faits, et que je vais avoir pendant 2 ans. Mais la théorie des cercles, c'est-à-dire que j'aurais dit, bon, on teste toute la population locale, on l'a décidé, on va l'organiser, et puis dans le canton, on va tester tous les gens qui ont déjà été pris pour des vols, pour des affaires de mœurs, etc. Ça, c'est le deuxième cercle. Deuxième cercle. Et troisième cercle, les maisons d'arrêt. Il y a plusieurs maisons d'arrêt dans le secteur. Quels sont les gens connus pour viol qui sont sortis peu de temps avant ? Et puis, dernier cercle, c'est peut-être quelqu'un qui tourne autour des auberges de jeunesse et qui s'est déjà fait repérer quelque part ailleurs en France. Donc de milliers, vous arrivez à 95 noms. Il y a 95 noms. Et là, je dis aux enquêteurs, ceux-là, vous les testez tous. Et dans les 95, il y a un individu, ça tient à peu de choses, vous savez, une enquête, qui, 2 ans avant, à 200 ou 300 km de là, à Tours, est repéré en train de discuter avec des jeunes Irlandaises. C'est Arsémon Test, c'est celui qui est notre auteur. Et je peux vous dire, dans ce dossier-là, des rouges foncés comme lui. Rouge foncé, c'est la couleur que vous donniez aux cibles prioritaires dont vous estimez. On en a une dizaine, les rouges foncés. Il y en a, on a cru. On les a interpellés, on a cru que c'était lui. Et test ADN, on envoie au labo avec des motards pour avoir la réponse tout de suite. Dans les 24 heures, et réponse négative. Et lui, il était dans les rouges foncés. Mais la stratégie que j'ai utilisée dans l'affaire d'Arsémon Test, c'est la même que dans une affaire financière. J'ai pas changé, je travaille de la même manière. J'émets des hypothèses, je cherche là où il me semble que, je définis des axes avec les enquêteurs, et puis on va progresser, on va avancer petit à petit. Renaud Van Riebeeck, on va faire un bond dans le passé. Pourquoi vous avez voulu devenir juge ? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous intéressait dans la justice ? Le juge de paix, le juge en province qui arbitre les litiges, qui est loin du bruit. Voilà, c'est une idée très abstraite de justice. Puis un sentiment de j'aime bien la justice, mais je connais rien à la magistrature, aux tribunaux. Et je vais vous dire, si j'avais su, je serais probablement pas allé. Et pourquoi à cette époque-là plus juge qu'avocat, par exemple ? Parce que ce qui me séduit dans le travail de juge, c'est le côté service public. J'ai un père qui a été haut fonctionnaire, qui a fait la guerre. T'es grand résistant même. Et pourtant, il n'est pas très favorable à l'idée que vous rejoigniez la justice. Ah non, parce qu'il a une vision très négative des magistrats, puisqu'il dit, n'oublie jamais que les magistrats qui ont condamné les résistants pendant la guerre sont les mêmes que ceux qui ont condamné les collabos en 1945, à la Libération. Donc il m'envoie un message quand même très négatif et je peux pas lui dire qu'il a tort. En tout cas, je n'adhère pas du tout à cette conception-là et je vais lui démontrer ou me démontrer qu'on peut en avoir une autre et ça m'a guidé certainement quelque part. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans le métier de juge d'instruction ? Alors ce qui m'a plu dans le travail du juge d'instruction, c'est le travail de recherche. Le métier de juge, il y a plusieurs fonctions. Après, on essaye, vous savez, au début, on fait des stages un peu dans tous les services et l'instruction m'intéressait. Il y a ce côté, je cherche, je vais essayer de comprendre, Vous plongez dans un dossier. Voilà. Et plus c'est compliqué, plus c'est intéressant. Parce que c'est stimulant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, à quel âge vous êtes juge d'instruction ? 25 ans. Et 2 ans après, vous êtes confronté à une affaire immobilière qui vous paraît suspecte. Vous cherchez
Et vous trouvez que Robert Boulin, qui à l'époque est ministre du Travail, qui est un grand gaulliste, est impliqué dans cette affaire. Mais à l'époque, c'est impensable d'enquêter sur un ministre. Absolument. J'ignorais son degré d'implication, mais son nom apparaissait. Donc, si j'avais appliqué la méthode classique où dans la magistrature, on ne remontait pas ces affaires-là dès qu'on avait des personnalités importantes, il est évident que je n'aurais pas été faire ces investigations, mais je les ai faites. Parce que je partais du principe qu'on est dans un pays où il n'y a pas de privilèges. On ne me ferait pas reculer. Voilà, c'est votre éthique personnelle. Oui. Et quelques semaines plus tard, Robert Boulin est retrouvé mort à son domicile. Les enquêteurs découvrent une lettre de suicide. Et dans cette lettre de suicide, il s'en prend directement à vous. Alors précisément, intéressons-nous à ce cas de ce jeune juge d'instruction, Renaud Van Ruybeck, qui travaille à Caen et dont Robert Boulin dit qu'il était haineux à son égard, aveuglé par sa passion de faire un carton sur un ministre. Et je me prends ça aux infos, de 13h. À 27 ans. Ouais. Et là, je suis mal. Je vais à mon bureau et je m'enferme. Je dis à ma greffière, je ne passer personne. Et là, je suis assommé. Et toute la presse parisienne arrive. Je suis à Caen. Je sens que tout me tombe dessus, quoi. C'est la cata. Et je vais apprendre le soir que mes collègues se sont réunis spontanément, sans que je le sache, parce que j'avais fermé, donc j'avais tout, je répondais même plus au téléphone. Et ils ont fait un communiqué dès le soir en disant que j'étais pas le juge haineux, etc., enfin que j'avais fait mon travail. Et du coup, ça m'a soulagé. Je suis impressionné là aussi. Parce que vous l'écrivez dans votre livre, vous dites « En France, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, donc, continue de gérer la carrière de la plupart des magistrats. » C'est un fait. C'est encore vrai aujourd'hui. Le juge d'instruction, il doit prendre donc des précautions, parce qu'on l'a vu, c'est pas simple avec le pouvoir politique qui est en place. Et vous, en 1992, vous instruisez l'affaire Urba. Donc Urba, c'est un bureau d'études qui est soupçonné de financer illégalement le Parti socialiste. Et jusqu'au dernier moment, vous allez avertir ni le parquet, ni la police du lieu de la perquisition que vous allez faire. Oui, alors, j'ai besoin d'enquêteurs pour faire la perquisition, mais ils ne savent pas où je vais. Il faut savoir que le ministre de l'Intérieur est socialiste, que le garde des Sceaux est socialiste, que le président de la République est socialiste. Et je vais perquisitionner le Parti socialiste. Donc je ne lui dis pas. Et je sonne à la grille du Parti socialiste. Est-ce que, avant de rentrer, vous avez un moment d'hésitation ? Oui. D'hésitation, je me pose des questions jusqu'au bout. J'y vais pas. C'est la première fois qu'un juge perquisitionnait un parti politique. Ça ne se faisait pas. En plus, c'est le parti au pouvoir. C'est pas rien. Qu'est-ce qui vous fait hésiter ? Vous avez peur pour vous à ce moment-là ? Je me dis, est-ce que tu as suffisamment d'éléments pour le faire ? Est-ce que tu n'es pas en train de commettre une erreur ? Et puis je me dis, mais non, de toute façon, ils ont bénéficié de l'argent d'Urba, il est normal d'aller chercher les vrais responsables. Et je vais me limiter d'ailleurs à la trésorerie, trésorerie du parti, puisque c'est eux qui reçoivent l'argent. Le premier acte de Renaud Van Ruybeck se déroule ici le 14 janvier 1992. Sans avertir, il effectue une perquisition au siège du parti au pouvoir, le Parti socialiste. L'objet de sa visite, retrouver des documents comptables sur le financement du PS et sur la campagne du candidat Mitterrand de 1988. Et je sens quand même que c'est dur, quoi. Et à l'intérieur, je me fais agresser verbalement. Vous n'avez pas le droit, on ne perquisitionne pas un parti politique. Nous, on est élus, pas vous. Bon. Et justement, à propos de cette perquisition, qu'est-ce que vous cherchez, vous, en tant que juge d'instruction, là-bas ? Des documents montrant que le parti avait bien reçu une partie des fonds d'Urba. Et surtout les liens qu'il pouvait y avoir entre les responsables de la trésorerie et les responsables d'Urba. Tout à l'heure, vous l'expliquiez, c'est extrêmement dur ce type de moment. Il y a une énorme charge émotionnelle. Comment on fait pour se détacher de tout ça ? C'est un stress. C'est un gros stress, de toute façon. Pourvu que je ne me trompe pas. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Vous avez l'impression de pousser le bouchon le plus loin possible. Tout va être de ma faute. Il va y avoir un parti, le congrès de Bordeaux, les socialistes vont se réunir, ils vont me traiter de tous les noms, les mentors. Le président de la République lui-même, le 14 juillet, qualifie l'instruction de plutôt bizarre. François Mitterrand, enfin vous imaginez aujourd'hui un président de la République faire un commentaire comme ça sur une instruction en cours parce que son parti était perquisitionné. Ça démontre aussi l'évolution de la justice. Exactement. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre. Moi, j'ai vécu une période que je considère comme charnière, où le juge s'est invité en quelque sorte dans ses affaires, où il n'y allait pas jusque-là, mais ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'étouffe plus les affaires.
Donc à l'époque, vous aviez un grand poids sur les épaules. Comment vous faites quand vous rentrez chez vous pour vivre une vie normale, pour sortir de ce dossier ? Je coupe. Il faut la coupure. Mais même quand vous partez en vacances et que vous avez un gros dossier comme ça, vous pouvez pas l'oublier complètement non plus. Au bout de 8 jours, et ça y est, on commence à... Mais il suffit qu'on entende un truc à la radio, je ne sais quoi, paf, ça revient et on dit, ah oui, tiens, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça, etc. Donc, c'est lourd à porter et c'est une fonction, je la limiterai pas aux affaires financières, mais prenez un juge des enfants, prenez un juge du divorce, il prend des décisions qui sont pas évidentes à prendre, qui sont parfois lourdes humainement. Et on se dit toujours, pourvu que je me trompe pas, j'arbitre dans... C'est un métier difficile. Mais c'est tout l'intérêt aussi de ce métier. Ça, c'est pour la partie désagréable, mais quand est-ce qu'on prend du plaisir quand on est juge d'instruction ? À trouver ce qu'on cherche. Parce qu'on passe son temps à chercher. Et parfois, on ne trouve pas. Dans les affaires financières, ça m'est arrivé de ne pas trouver. Et là, c'est frustrant. Par contre, quand, après, au bout de 4 ans, vous avez découvert un circuit offshore qui était compliqué, vous arrivez à trouver l'argent, à le saisir, là, vous avez une satisfaction. C'est l'idée de progression, en fait. Oui, c'est ça. L'idée d'être utile quelque part et d'avoir abouti, qu'on n'ait pas fait tout ce travail pour rien. Renaud van Rymbeck, qu'est-ce qu'un bon juge d'instruction ? Il n'existe pas, c'est celui qui ne se trompe pas. Donc, il ne peut pas exister. C'est compliqué parce qu'il faut qu'il y ait des intuitions. Parce que si vous n'avez pas d'intuition, vous n'aimez pas d'hypothèse, vous n'aurez pas de stratégie d'enquête. Mais il doit se méfier de ses intuitions. C'est-à-dire se méfier de ses idées préconçues ? Oui. Et comment on fait pour déconstruire ça ? On vérifie. Ça tient pas. Ah bah oui, tiens, je pensais ça, mais ah bah oui, il y a tel élément qui m'ont... Ah bah oui, et là on sent qu'on a le bon fil et après on tire le fil. Mais il faut toujours se garder de toute certitude, voilà. Mais dans tout travail de recherche, vous vous trompez. Et puis, vous avez une vision du dossier que vous avez au départ, qu'on vous transmet. Il y a déjà une enquête de fait. Elle peut partir sur un axe. Vous allez suivre cet axe et puis vous allez vous rendre compte que mais non, mais c'est pas ça du tout. Derrière, il y a autre chose qui est caché. C'est presque une révolution mentale. C'est-à-dire, oh là, faut que j'oublie tout ce que... Il faut relire autrement. On revoit tout le film, mais complètement différemment. Il faut le refaire. Donc à chaque piste, vous faites une sorte de petit bilan où vous dites pourquoi j'ai pensé ça, est-ce que c'était une bonne idée ? Ah bah oui. Vous apprenez de par vos propres erreurs. Tiens, j'ai cru ça, c'est pas bon. Et là vous dites, tiens, mais pourquoi j'ai pensé ça ? Et après on essaie d'analyser pourquoi. Et là on commence à progresser un peu. On se remet en cause presque constamment. Mais vous savez, dans les enquêtes financières compliquées, il y a souvent un fil à un moment donné. Le fil, vous le saisissez pas tout de suite. Et quelquefois, il va apparaître au bout d'1 an. Vous allez dire, qu'est-ce que j'ai été chercher ça, mais tiens, il y a ce truc-là, ça me paraît. Et si vous le trouvez le bon fil, après vous tirez, c'est bon. Une instruction, c'est un dossier qui est très technique, très pointu, très fourni. Comment vous faites pour tout assimiler, tous les éléments ? Est-ce que vous avez des techniques ? Faut travailler. Comment vous travaillez ? Je lis tout. Et ça, on ne peut pas garder tout en mémoire, vous faites des fiches ? J'écris une synthèse au fur et à mesure, dans les gros dossiers. J'ai découvert ça dans l'affaire Elf. Je suis arrivé, j'avais 30 tomes de procédure à avaler. Donc c'est une fiche de synthèse à chaque élément intéressant ? C'est sur 1000 pages que je vais lire, il y en a une d'intéressante et il y a 999 qu'il faut que j'oublie. Le problème, c'est laquelle va être intéressante. Donc ça prend un certain temps. Donc la qualité première du juge d'instruction, c'est d'être besogneux en fait. Oui. Ça, c'est ma première qualité, besogneux, je suis d'accord avec vous. Et qu'est-ce que vous écrivez sur votre fiche de synthèse ? À telle page, à tel endroit, telle cote, j'ai trouvé cette phrase que dit un tel. Ou on a trouvé tel document chez un tel. Et après, dans la synthèse, je classe par chapitre que je crée au fur et à mesure parce que ma vision évolue en même temps. Ah, vous faites un squelette en fait. Oui. Est-ce que sur cette fiche de synthèse, vous notez des chefs d'inculpation potentiels ? À la fin. On n'en est pas là. On a déjà essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Les faits. Les flux d'argent, les comptes, tout ça passe. Comment ? Qui est derrière cette coquille vide, là, cette société offshore ? Quel lien on a pu trouver ? Vous venez d'évoquer l'affaire Elf. D'Elf, on connaît bien sûr les pompes à essence. Elle a longtemps été la plus grande entreprise de France. 100 000 employés et 600 millions de francs de chiffre d'affaires par jour.
C'était même le porte-étendard de la France à l'étranger, dans les mers africaines, dans les laboratoires de recherche ou sur les circuits de Formule 1. Mais pour beaucoup, si Elf en est arrivée là, c'est qu'elle a aussi abrité le plus grand scandale des 30 dernières années, l'affaire Elf. Elf, l'énergie d'une passion. Cette affaire Elf, elle implique des dizaines de personnes sur plusieurs continents. Là, précisément, on parle de plusieurs centaines de millions qui ont été détournés. Comment vous, juge d'instruction français, vous arrivez à faire progresser une enquête qui est à cheval sur plusieurs pays? Dans ce dossier-là, j'ai eu la chance d'avoir un juge suisse qui avait fait un travail énorme. Il avait un assistant spécialisé qui faisait les grands tableaux de flux. Donc, il faisait toute l'analyse des comptes et il les restituait sous forme de tableaux. Si je n'avais pas eu l'aide du juge suisse, j'y serais jamais arrivé. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on voit dans les films où il y a un grand tableau avec des flèches directionnelles. Exactement. Et je peux vous dire qu'il y a certains tableaux, quand vous les regardez, votre petit cerveau met un certain temps à comprendre ce qu'il a bien pu se passer. Parce que les auteurs des faits, en fait, compliquent un maximum le circuit pour qu'on ne trouve pas l'argent. Oui, alors ça, c'est toujours la même histoire. C'est que la multiplicité des comptes, vous savez, ça, quand il y a énormément d'argent comme ça qui passe à la trappe... C'est-à-dire, c'est des centaines de millions de francs, oui, à l'époque, oui, des francs. On est en 90, ce qui est énorme à l'époque. Et il y avait plein de comptes... Il y en a un, il donnait le nom de son chat à la société qui était titulaire du compte. L'autre le prénom de sa femme. L'autre le... Alors, si vous connaissez le nom du chat, c'est bien. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger ce genre de petits détails dans ces enquêtes. Ah tiens, oui, donc c'est son chat, donc c'est lui. Et l'important, vous l'écrivez aussi dans votre livre, pour progresser sur ces affaires... de fraude fiscale ou de corruption, c'est de se rendre dans les paradis fiscaux. C'est à ce moment-là aussi qu'on fait avancer l'enquête. Tout peut se débloquer. Par exemple, je suis allé à Chypre une fois. J'ai attendu pendant 2 ans, 3 ans. J'avais quelques débuts de réponse et puis je me dis, mais c'est pas possible, ils comprennent rien. J'ai qu'un dixième de ce que je demande. Et je me suis aperçu, sur place, j'imaginais que c'était volontairement étouffé, que ci, que ça, parce qu'il y avait des gros intérêts derrière. Mais en fait, il y avait 1 ou 2 enquêteurs pour plein de demandes. Parce que Chypre a été une place financière très prisée, notamment des oligarques russes, mais pas seulement. Donc en fait, les services étaient débordés et ne pouvaient pas vous aider. Il y avait 2-3 enquêteurs pour toutes les demandes qui arrivaient du monde entier. Bon. Alors c'est vrai qu'en y allant, en étant un peu lourd, comme peut l'être, en disant « c'est très important, c'est urgent. Oui, mais ça date de 5 ans. Oui, mais ça, justement, c'est urgent. » Et à ce moment-là, vous passez au-dessus de la pile. Alors, dans ces dossiers d'un très haut niveau, vous avez affaire à des gens qui sont intelligents, qui sont puissants, qui sont parfois séducteurs. Des personnes comme Patrick Balkany, par exemple, ou Jérôme Cahuzac, Nicolas Sarkozy, ou encore Jérôme Kerviel. Comment vous arrivez à mettre de la distance, à ne pas vous laisser manipuler? En étant besogneux, comme vous dites. On a un dossier, on a des faits, on les connaît, on les travaille. La personne, il n'y a pas de privilège. En France, il n'y a pas de privilège. La personne, qu'il soit ancien président de la République, qu'il soit l'homme de la rue, pareil. J'ai des éléments, si vous acceptez de vous en expliquer, bien sûr, quelles sont vos explications. Et après, je confronte les explications aux éléments qu'il y a dans le dossier. Parce qu'il peut y avoir des failles dans le dossier, des choses qu'on n'a pas vues, des choses... C'est tout l'intérêt de la contradiction. Et après, on va voir si ça tient ou si ça ne tient pas. Pour terminer, on a une dernière question. Quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir avant de commencer ce métier? J'aurais aimé qu'on me fasse douter. Comme dit, c'est un métier, il faut douter avant toute chose. Écouter. Et c'est difficile parce que c'est un métier où vous exercez une certaine autorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre la décision. Mais il y a toute une... L'humilité, voilà. Je pense que c'est ça qu'il faudrait dire aux jeunes. Là. Attends. Vous croyez que, mais posez-vous des questions. Doutez de vous-même. Merci Renaud Van Rymbeek. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Cet épisode a été produit par Stéphane Jeunesse, Théo Conscience et François César.